Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission des entretiens que je peux effectuer avec des personnes que j'admire, pour qui j'ai de l'estime et dont je trouve que le travail est utile au bien commun, et puis permet de rendre ce monde un poil plus beau que, que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Pierre Chaillot. Bonjour Pierre, tu vas bien? Bonjour Louis, ça va très bien et toi? Ouais, ça va bien. Merci beaucoup d'être là. T'es statisticien, j'ai du mal à le prononcer. C'est comme les chaussettes sèches de l'archiduchesse. Et t'as travaillé longtemps sur l'économie, mais tu t'es illustré pendant le Covid en nous donnant à voir finalement ce qui se passait en lisant les chiffres officiels. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en dire un mot de tout ça? Oui, donc là, enfin, je viens de sortir mon deuxième livre consacré aux victimes de la vaccination, mais la plus grosse partie de mon travail pendant la crise, ça a été de montrer, à l'aide des statistiques officielles, celles fournies par les différents instituts, les différentes agences françaises, dépendantes d'ailleurs du gouvernement, que la totalité des chiffres qui remontaient contredisaient le narratif qui a été donné sur ce qui a été appelé le Covid-19. Aussi bien d'un point de vue de la gravité de la situation où on n'avait pas trace de ce qui était annoncé, que du principe général qui était donné du virus tueur qui se diffusait dans la population et qui faisait des ravages dans les populations, ça on n'en a pas trace non plus, que du sacro-saint test Covid-19 qui était censé révéler si on était malade, qui nous a fait rentrer dans l'ère du tout bien portant est un malade qui s'ignore. C'est pareil, on voit à l'aide des statistiques, on montre que c'est complètement inique. Voilà, donc, et jusqu'au vaccin, dont les études de phase 3 de Pfizer et de Moderna, celle de Pfizer a été décortiquée largement par Christine Coton dans son livre Tous vaccinés, tous protégés, mais même avec celui de Moderna, une simple lecture d'une personne un tant soit peu sensibilisée aux statistiques découvrait qu'il n'y avait absolument aucun sens à utiliser ces produits-là, qui ne prouvaient absolument pas être efficaces contre quoi que ce soit et montraient d'emblée des dangers. Donc Alors toute juste, oui, cette histoire. avant que tu dises tout ça, ouais, donc tu avais sorti ce premier livre donc sur le Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Et puis là, je te Oui. reçois pour ce deuxième livre qui est là. Et puis je vais mettre l'image aux éditions de l'Artilleur, qui est un éditeur courageux dont on peut saluer le travail parce que faut oser le sortir. Et cette fois-ci, c'est ce que révèlent les chiffres officiels sur les victimes des vaccins Covid. Puis c'est peut-être la première chose sur laquelle je voudrais te faire réagir, c'est simplement cette minuscule vidéo là où si tu peux me dire ce que t'en penses. Et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul. On sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Ouais, j'espère que vous avez eu le son, parce que finalement ça part un peu de cet étonnement-là, ton livre, non, de ce qui se passe dans les tutelles institutionnelles, qui nous disent non non, maintenant on a 3 ans de recul, il n'y a pas d'effet secondaire, quoi. Oui, ils ont dit d'emblée, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura pas, tout ça c'est sûr et efficace, et même 3 ans après, et tout ce qui s'est passé, tous les gens qui se sont plaints, ils réussissent à encore marteler sur des chaînes publiques, hein, payées par nos impôts, ce genre d'ineptie. Donc c'est assez incroyable comme le pouvoir réussit à maintenir un déni en étant tout seul à le promouvoir, et vraiment est relayé par les médias. Ça c'est assez dingue. J'avais fini mon premier livre en disant que, bah, au bout d'un moment, on finira forcément par rentrer dans la fable Le Roi est nu, où c'est tellement gros tout ce qui s'est passé et qui n'a aucun sens que voilà, il suffira qu'à un moment où quelqu'un commence à l'admettre de manière publique pour que tout s'effondre. Mais vraiment, on est pour ce qui est de des dangers de la vaccination Covid-19 et de tous les effets indésirables, on est encore médiatiquement pas rentré dans la phase Le Roi est nu, c'est-à-dire qu'on a encore un ensemble de médias à la solde du pouvoir et qui se protègent aussi parce qu'ils ont tellement fait la promotion de la vaccination pendant toute la période qu'ils poursuivent, voilà, en disant, voilà, dans tout ça, c'est sûr et efficace, on regarde rien de façon à, voilà, endormir la population d'une certaine manière, quoi, ou en tout au moins les auditeurs de ces chaînes-là. Mais vraiment, c'est stupéfiant, je trouve, d'en être encore à ce point.
Ouais, d'autant qu'on ressent une sorte de mépris pour les victimes, un mépris pour le réel, mais aussi un mépris pour les personnes et les gens. C'est une des choses qui est touchante dans ton livre finalement, c'est que il s'adresse aux victimes des effets secondaires en disant on est là, on vous aime, on veut vous soutenir, essayez de faire tout ce qu'on peut pour essayer de faire reconnaître tout ça et que vous puissiez être soigné correctement. Et en même temps, ton premier chapitre, il commence par une sorte de douche froide. En disant justice nulle part, préjudice partout, et en montrant qu'il y a une structure institutionnelle qui est faite pour que ne sonne jamais l'alarme des effets secondaires. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu? Alors, l'alarme, c'est pas tout à fait l'alarme, mais en tout cas, les conséquences et je ne sais pas comment dire ça, mais les punitions, en tout cas, envers l'industrie pharmaceutique qui fait du mal à la population avec tout un tas de produits. Il y a les institutions, la justice, les lois sont écrites de manière à protéger l'industrie pharmaceutique. C'est même écrit directement dans la loi que c'est, je prends souvent l'exemple quand vous recevez une machine à laver et puis qu'elle est défectueuse, vous pouvez vous retourner d'abord contre le vendeur, ou même il y a des garanties fabricants de façon à ce que vous retourniez contre le fabricant. Et ça, c'est le principe général de la garantie des produits qui concerne tout. Et c'est censé concerner aussi l'industrie pharmaceutique qui met sur le marché des produits. Et dans le cadre de la loi générale, vous êtes censé pouvoir vous retourner contre l'industrie. Mais il y a une deuxième loi qui est écrite de façon à protéger vraiment l'industrie pharmaceutique contre le recours des plaignants, en disant que c'est pour la protection économique de l'industrie pharmaceutique, qui veut le bien de l'humanité, évidemment, et puis protéger sa recherche. Donc voilà, il faut se rendre compte que on a vraiment une énorme, comme j'appelle ça un léviathan, mais c'est-à-dire une énorme branche de l'industrie qui est extrêmement riche et qui a des lois spécifiques protectrices pour elle-même contre toute personne qui subirait des effets indésirables. Donc il faut vraiment se rendre compte de façon à avoir une idée de contre quoi on se bat, quoi. Quelque chose qui est suffisamment puissant pour faire écrire des lois spécifiques pour elle-même. Ouais, tu nous donnes l'exemple de la directive européenne du 25 juillet 85 qui a été retranscrite dans le droit français 19 mai 98 et dont l'article 4 dit que c'est à la victime de prouver la réalité du dommage et le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage infligé. Et que cette loi est en cours d'évolution. Tu nous l'expliques aussi en disant que finalement, si on arrive à démontrer qu'il y a une influence du produit en amont, ça aide beaucoup les victimes à arriver à démontrer dans leur cas particulier qu'il existe quelque chose. Et au fond, ton travail là dans ce livre, il s'inscrit un peu dans cette idée-là, c'est permettre de donner des billes aux victimes des vaccins Covid pour qu'ils puissent mener des actions judiciaires. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il fallait jusqu'ici, on va dire, une preuve certaine, ce qui est impossible à prouver, que le vaccin cause tel ou tel dommage. Et on est en train d'avancer vers apporter une preuve suffisante. Et mon livre, il fait deux choses. Il est là pour, il en fait plusieurs même. C'est un livre qui peut être lu par beaucoup plus, on va dire, de monde que le premier. Dans le sens où le premier livre s'attaque à la totalité de l'histoire Covid-19, et j'ai bien vu que même s'il a eu un gros succès, les personnes qui l'ont lu, qui l'ont acheté et qui l'ont lu, pour beaucoup étaient déjà capables de remettre en question l'ensemble de l'histoire. Ce deuxième livre, il s'adresse vraiment à toute personne qui se pose des questions sur les effets indésirables des vaccins. Donc c'est juste sur un petit pan de l'ensemble. Et parmi toutes les personnes qui ont cru dur comme fer à l'histoire Covid-19, quel que soit le scénario dans lequel ils s'inscrivent, il y en a tout un tas qui ont eu des effets indésirables des vaccins. Et donc, ça fait finalement, je le vois bien en conférence et dans les gens avec qui je peux discuter, et ça fait un ensemble de personnes qui se posent des questions qui est beaucoup plus large que pour le premier. Donc déjà, l'idée, c'est aussi de s'adresser à ces personnes-là pour dire, oui, vous avez remarqué quelque chose de bizarre, et donc là, oui, c'est normal. Oui, vous avez vu des effets indésirables de masse, alors que les médias vous disaient que c'était surefficace. Oui, c'est normal, il y en a vraiment eu. La deuxième chose, évidemment, tu l'as dit, c'est un soutien aux victimes, c'est-à-dire que la première chose quand il y a des victimes, et quel que soit le problème, c'est pareil pour les viols, c'est qu'il y a un déni de la part des autorités, de la population, des amis, de la famille. Et donc, l'idée, c'est de briser le déni en essayant de mettre sur le devant de la scène le problème des victimes des vaccins, de façon à les faire reconnaître par la population. Et quand on les a fait reconnaître, on a déjà fait un grand pas vers la suite, qui peut être la reconnaissance juridique. Et le troisième point,
c'est si on veut partir en justice, vu la manière dont est écrite la loi, il faut absolument qu'il y ait des documents opposables qui permettent de dire oui, ces vaccins causent des dégâts. Et ce livre-là en fait partie. Hein. Maintenant qu'il est publié, il y a un numéro ISBN. L'ensemble de mes travaux, c'est à partir de programmes que j'ai écrits qui sont disponibles sur Internet, de sources officielles. Et donc, c'est fait pour être aussi un document opposable en justice. Et je suis pas le seul à écrire comme ça. Hein. On est nombreux. J'ai parlé de Christine Coton, qui a d'ailleurs déposé une plainte là très récemment. Hein, oui, c'est ça, contre la NSM, mais pas que, hein, contre les anciens ministres de la Santé, etc. Et donc, l'ensemble de ces documents sont faits aussi pour permettre aux victimes de partir en justice. Ouais, merci de donner ces outils. C'est aussi une sorte de comment dire presque de cours de résistance intellectuelle. Je vois dans le deuxième chapitre Eusèbe Riochet, qui est ton comparse à plusieurs reprises, avec à la fois de l'humour et en même temps un côté très saillant, on va dire, nous fait une sorte de cas pratique en démontant une étude qui prétendrait que les vaccins protégeraient contre les Covid longs et donne tous les éléments de critique sur ce sujet-là. Et ça montre aussi que t'as pas travaillé tout seul, qu'au fond il y a à la fois Eusèbe Riochet, mais il y a Catherine Tellier, il y en a de nombreux autres qui viennent t'épauler dans ce travail-là. Il est relu par un docteur en mathématiques, je crois, normalien, qui a aussi quelque part mis son tampon sur ça. Est-ce que tu voudrais bien nous commenter ce graphique qui apparaît dans ton livre pour que les gens puissent comprendre justement de quoi on parle? Quand on parle des décès Covid, des décès avec les vaccins, parce que finalement on voit qu'il y a de la pharmacovigilance, qu'il y a des registres internationaux, le VAERS, Dravigilance, etc. Et pourtant il se passe rien. Qu'est-ce qu'on peut dire, quoi? Pourquoi est-ce que certains ministres se permettent de dire que par exemple aucun décès ne peut être relié finalement à la vaccination? Oui, alors le graphique que tu as montré, c'est celui qui provient du VAERS. Donc il faut comprendre juste comment ces données arrivent. Les données pour n'importe quel médicament qui est reçu, la personne qui a reçu le médicament, le patient ou le praticien, s'il constate qu'après la prise du médicament, hein, pas forcément un vaccin, le patient devient malade ou est mal en point, il peut, et même il doit en théorie, hein, faire une déclaration à la pharmacovigilance. Donc personne ne sait que ça existe, en tout cas chez les citoyens, ça vraiment, je crois, sur 10 000 personnes vues en conférence, le nombre de personnes qui connaissaient l'existence de ce système-là était à peu près réduit à 0, sauf les médecins qui sont censés le faire. Mais bref, voilà, si vous avez un effet indésirable, habituellement, si vous êtes malade, vous consultez, et là, le médecin qui vous reçoit, il est censé se dire, je viens de distribuer tel vaccin, tel médicament à la personne, elle est très malade après, sans supposer forcément le médecin lui-même qu'il y a une relation de cause à effet pour le moment. On lui demande même pas de juger de la causalité à ce moment-là, mais au moins d'un point de vue temporel, j'ai donné tel médicament, j'ai mon patient qui est hyper malade après, je suis censé faire un signalement, donc une déclaration de la pharmacovigilance, donc c'est sur Internet, où il y a tout un tas de critères à remplir. Alors c'est extrêmement long, c'est décourageant, surtout pour des médecins, on va dire, j'allais dire de campagne, mais en tout cas des médecins de ville. Ouais, libéraux qui gagneront pas un rond à le faire et qui perdront un temps phénoménal pour. C'est ça, qui sont déjà occupés du matin au soir sans arrêt, et là ils leur demandent de prendre 2 heures de temps supplémentaire où ils gagneront rien. Et beaucoup ne le font pas. Ils disent que c'est pas la peine. En tout cas, c'est extrêmement décourageant. Bon, la personne, la victime elle-même, peut aussi d'elle-même faire une déclaration en allant sur Internet. Et puis voilà, déclarer sa pharmacovigilance. Mais encore une fois, personne ne sait que ça existe. Et puis c'est extrêmement long et fastidieux. Bon, malgré tous ces freins, puis bon, aussi le praticien, c'est assez rare que lorsqu'il a un patient qui est extrêmement malade, son premier réflexe soit de se dire, bon, qu'est-ce que moi j'ai fait pour faire que mon patient soit malade? Voilà, la plupart du temps, il va penser que c'est pas de chance et que, même si c'est commode, qu'il y a un événement extérieur, que sais-je, un virus, une bactérie qui sera responsable de ça, et surtout pas à ce que lui vient de faire. Bon, c'est un réflexe humain, j'ai envie de dire. Mais bref, tous ces freins font qu'il y a très peu de déclarations qui sont faites, mais il y en a quand même. Il y a quand même des déclarations, et en France, donc ces déclarations remontent, il y a des CHU qui sont spécialisés dans certains types de médicaments, donc ça remonte à eux, qui font de l'analyse, puis ça remonte à l'ANSM,
Et la NSM ensuite envoie à EudraVigilance, qui est le niveau européen qui agrège normalement ce que tous les pays d'Europe envoient. Sur le graphique que tu viens de montrer, c'est pas tout à fait ça, c'est le principe américain de pharmacovigilance. Et là, pour le coup, c'est vraiment citoyen, hein, avec des gens qui se déclarent. Et donc, ce que tu m'as montré, c'est les résultats des remontées brutes, des effets indésirables, remontés par les gens qui les ont subis. Et pour tout, j'ai mis tous les vaccins qui sont suivis depuis 30 ans. Le VAERS, c'est spécialisé vaccin. Alors que la pharmacovigilance générale sur EudraVigilance, c'est tout médicament qu'il y a dedans. Bon, il y a beaucoup de vaccins, mais il y a tous les médicaments. Et sur le graphique que tu as montré, on comptabilise le nombre de décès qui ont été signalés post-vaccin. C'est-à-dire qu'il y a une personne, un enfant, n'importe qui a reçu un vaccin, il y a un décès derrière, et donc les gens font un signalement. Et donc dans le graphique que tu as montré, en bleu, on voit sur 30 ans tous les décès remontés de tous les vaccins distribués aux États-Unis. Donc là, j'ai mis depuis 2010, mais ça remonte aux années 90. Et vous voyez que bon, c'est extrêmement faible. Tous les ans, il y a des décès qui sont remontés des autres vaccins à la pharmacovigilance. Il y en a un petit peu. Donc, faut savoir, un vaccin, c'est pas anodin. Hein, il y a des risques. Tout le monde le sait. Alors, voilà. En France, on fait semblant. Mais dans beaucoup de pays, on fait semblant de dire qu'il n'y a pas de problème, tout ça, mais il y a un risque jusqu'au décès, même s'il est rare. Et puis en orange, ce sont les décès qui ont été remontés à la suite d'une vaccination Covid-19. Voilà. Et donc ça, on voit un nombre absolument colossal. Je ne sais plus à combien on est en cumulé, mais c'est plusieurs dizaines de milliers aux États-Unis. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Hein. Et donc, on a un signal, mais qui est vraiment complètement fou. Ce qui veut dire que on n'a pas changé le système de mesure. C'est toujours le signe moyen qui se signale. On n'a pas changé, dans le suivi, il n'y a rien de spécial qui a été changé. Donc, la seule chose qui a changé, c'est qu'on a lancé une vaccination de masse Covid-19. Et dans ce contexte, on a une pelletée de données qui remontent. Donc là, ce qui est bien avec le principe de VRS, c'est qu'on télécharge et très facilement on fait le graphique, mais on a le même problème en Europe, où on a aussi un nombre de décès qui ont été remontés à la pharmacovigilance européenne qui a explosé, et ça, c'est pas normal. Et donc ça, c'est un signal extrêmement fort qu'il se passe quelque chose. Bon, comme tu l'as dit, la NSM fait l'andouille, il n'y a pas d'autre terme, depuis maintenant 4 ans, à dire oui, mais pour aucun de ces décès, personne n'a jamais prouvé que c'était effectivement le vaccin qui a tué la personne. On ne peut pas le prouver. Vous avez un jeune de 24 ans, vous le vaccinez, le lendemain, il décède de thrombose multiple. Il va vous dire, c'est peut-être autre chose, hein, un coup du réchauffement climatique, vous ne pouvez pas le prouver. Alors, on ne peut pas le prouver, si vous voulez, de manière logique, mais dans un certain nombre de dossiers, il y a des experts qui se sont mouillés en disant, il n'y a pas d'autre explication que ça. En plus, il y a tellement de cas de thrombose qui remontent à travers les vaccins que on considère qu'il y a une suspicion de causalité qui est suffisamment forte, et donc on est capable de mettre notre nom d'expert en disant non, c'est bien ça qui l'a tué. Bon, le problème, c'est ça. Un des problèmes que tu as soulevé, c'est le déni des autorités qui se réfugient derrière. Vous pouvez pas prouver. Oui, non, certes. Mais surtout qui mettent aucun principe de précaution et qui refusent de reconnaître dans leurs écrits que il n'y a pas d'autre explication possible pour tout un tas de cas qui ont été montés. Et puis avec un signal qui est bien au-delà de tout ce qui était connu jusqu'ici pour les autres vaccins, tu l'as montré là. Pour le vaccin contre la grippe, tu le remontres dans le livre en comparant les chiffres finalement de décès chez les plus de 65 ans entre les vaccins Covid rapportés après vaccination antigrippale ou après vaccination anti-Covid, et en montrant que il y a simplement un changement d'ordre de grandeur manifeste qui devrait à tout le moins commanditer une alarme, une pharmacovigilance active ou quelque chose. Mais on voit qu'à l'inverse, Catherine Tellier nous montre dans sa partie que les rapports qui sont donnés par EudraVigilance AdReport au niveau européen passent leur temps à être changés, que la gestion même de la base de données semble pour le moins cryptique. C'est pas clair du tout en fait. On a l'impression qu'on essaye de mettre sous le tapis tout ça. Oui, première chose que tu as dit, c'est-à-dire que on peut comparer le nombre de remontées de décès à la suite d'une vaccination antigrippale à ceux qu'on a eu pour la vaccination anti-Covid. Et en gros, chez les personnes de plus de 65 ans, il y a eu 5 fois plus de vaccins anti-Covid donnés que de vaccins anti-grippaux. Donc c'est pas 200 fois plus, c'est 5 fois plus. Donc c'est quand même plus grand, mais ça reste des ordres de grandeur à peu près comparables.
Environ 50 millions au lieu de 10 millions, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. De doses, ouais. Et il y a eu 5 fois plus de vaccins, mais pour 20 fois plus d'effets indésirables mortels remontés. Donc ça, c'est un signal. Si on considère, faisons les andouilles, considérons que tous les décès remontés post-vaccination antigrippale, c'est le hasard. Ce sont des personnes qui décèdent. Le vaccin est parfaitement surefficace. Il n'y a aucune étude pour le prouver. Attention. J'ai même des traces statistiques qu'on voit des hausses de décès après la vaccination antigrippale. Bref. Ouais, mais dans ce cas-là, ce serait le bruit de fond de la mort voilà. Survenant par hasard autour d'une vaccination, quoi. Exactement, voilà. Il y a des gens qui meurent tous les jours, vous vaccinez, ça fait des gens qui meurent juste après la vaccination, c'est le hasard. Mais dans ces cas-là, voilà, on prend comme étalon la vaccination antigrippale. Et donc, vous multipliez par 5 le nombre de vaccins qui ont été proposés, vous devez multiplier par 5 à peu près le nombre de décès qui seront remontés s'il n'y a pas de signal. Et là, quand on multiplie par 20, il y a un signal. Donc, quelle que soit la manière dont vous voulez vous tordre le cerveau pour essayer de justifier le fait qu'on dise rien, vous ne trouvez pas. Toutes les statistiques sont alarmantes. Au passage, voilà, il serait temps que les gens découvrent que oui, il y a des décès nombreux remontés en pharmacovigilance après la vaccination antigrippale, ce qui n'est pas anodin du tout. Hein. Et quand il y a quelqu'un qui fait l'effort de déclarer un décès, qui prend 2 heures de son temps pour le faire, c'est pas une personne qui est en phase terminale de cancer, qui se prend un petit vaccin en plus à l'hôpital, d'ailleurs, qui fait remonter un peu de bif, enfin bref. Non, on est vraiment dans le cas d'une personne où la famille se dit, mais non, mais avant son vaccin, ça allait, quoi, on comprend pas. C'est ça une déclaration. Enfin bref. Donc, en tout cas, pour te dire que, quelle que soit la manière dont on veut regarder les choses, on a vraiment un souci. Et la deuxième chose que tu as dit, c'est ce qu'a relevé Catherine Théiet, c'est-à-dire que la base de données au sein de laquelle on télécharge, ou Catherine télécharge, pour aller chercher le nombre d'effets indésirables des vaccins et le nombre de décès, en fait, Catherine, elle télécharge la base tous les jours, de façon à avoir une trace de ce qui se passe à l'intérieur. Et elle a découvert des numéros de dossiers qui disparaissent, qui évoluent, des choses qui reviennent. Et elle a posé des tonnes de questions à l'EMA pour savoir mais qu'est-ce qui se passe dans votre fichue base de données pour que ce soit aussi malpropre, et elle reçoit des réponses mais absolument lunaires. Ce qui fait montre vraiment d'un amateurisme qui est incroyable, quoi. On ne s'attend pas à voir ça, à moins que ce soit volontaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui disparaissent parce qu'on n'a pas envie de les montrer, et puis on fait du n'importe quoi sans se poser de questions parce que on n'a pas spécialement envie que cette base de données soit bien propre comme il faut et que des chercheurs puissent s'en saisir. Voilà, donc on met ça dans le livre, on explique les déboires sur lesquels on tombe et sur le fait que malheureusement cette base de données, elle montre des trucs énormes, mais qu'on peut pas savoir à quel point ce qui se passe, c'est problématique parce qu'elle n'est pas propre et qu'il y a des interventions qui sont faites dessus qui nous semblent louches. Ouais, d'autant que la NSM place dans ses mots d'ordre l'idée qu'elle est un établissement public en charge, qu'elle place au cœur de ses préoccupations la sécurité de l'usager et l'accès des patients à l'innovation thérapeutique. Et elle met en gras le partage de l'information avec tous les publics, professionnels de santé, patients et grand public constitue son enjeu prioritaire, la main sur le cœur. Sauf qu'on voit finalement que même le rapport ensuite des données, je vais pas réussir à le montrer là, mais est très très différent avec, comme tu l'as dit, des dossiers qui disparaissent, mais une temporalité qui change et finalement une grande difficulté une fois qu'on reprend la base à distance en 2024 ou en 2025 à retrouver qu'il y aurait un lien avec une période temporelle comme par exemple une campagne de vaccination ou de choses comme ça. Alors que même que dans les rapports quotidiens téléchargés par Catherine, là on le retrouve. Ça m'invite à... Enfin, c'est pour moi une invitation à te faire parler un petit peu sur l'autre méthode que tu as essayé d'utiliser pour essayer de comprendre ce qui se passe autour des décès et de la vaccination, qui est pas de se contenter de ces fichiers finalement de signalement d'effets indésirables, mais d'essayer d'aller voir autre chose et notamment semaine après semaine, classe d'âge par classe d'âge, qu'est-ce qui se passe entre l'attendu et le réel du signalement des décès de toute cause. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. L'idée, ça, depuis le début, enfin, moi, j'essaye de me baser sur les données que je considère, de par ma pratique, ma formation, comme étant les plus fiables. Et les données les plus fiables, ce sont les données de décès. Pas des décès post-vaccinaux, pas des décès Covid ou je ne sais quoi, qui sont des artefacts de comptage, mais plutôt des décès toutes causes confondues tout le temps. Donc, dans un pays... quel qu'il soit, toutes les semaines, il y a des décès de tout un tas de raisons, des gens qui sont malades, des gens qui ont des accidents.
Et donc, on peut suivre grâce, en Europe, c'est Eurostat qui compile toutes les décès, les données des décès de tous les pays européens. On va sur Eurostat, pardon, et puis on suit pour chaque pays, chaque tranche d'âge, le nombre de décès qu'il y a toutes les semaines. Et donc, ça fait des courbes. Ceux qui se sont un peu frottés à ça savent que pour les personnes âgées, il y a beaucoup plus de décès en hiver qu'en été, sauf quand il y a une canicule. Donc voilà, il y a une bosse de décès tous les hivers. Pour les jeunes, c'est beaucoup plus lisse, mais on peut suivre, voilà, chaque semaine le nombre de décès qu'il y a. Et de manière parfaitement innocente, en dessous ou à côté, si vous voulez, de ce nombre de décès toutes les semaines, on peut récupérer sur un autre site qui s'appelle le CDC le nombre de vaccins qui ont été distribués dans la population pour cette même tranche d'âge et ce même pays chaque semaine. Voilà, donc on suit toutes les semaines le nombre de vaccins distribués et puis on regarde voilà, le nombre de décès qu'il y a dans ce pays pour cette tranche d'âge. Et quand on fait l'exercice, on découvre que après chaque campagne de vaccination, pour un certain pays, une certaine tranche d'âge, on a une hausse du nombre de décès, avec un petit pic de décès qui suit la campagne de vaccination. Et ça marche extrêmement bien, beaucoup trop bien pour que ce soit dit au hasard. Le fait de cette dernière phrase-là, ça marche trop bien pour que ce soit dit au hasard, on l'a fait valider, enfin on l'a fait relire par nos pairs avec Patrick Meyer, qui est un chercheur belge, qui lui utilisait une méthode complètement différente de la mienne. Lui, il a utilisé ce qu'on appelle du machine learning. Donc le principe, c'est un peu plus compliqué que ça, mais un peu principe général, si vous voulez, c'est que vous mettez dans la machine les données de vaccination, les données de décès, et puis vous dites sans a priori, mettez machine, tu fais ta tambouille, et tu me dis quel est le lien statistique entre les décès et la vaccination. Et quand la machine ressort et dit à Patrick Meyer, c'est simple, pour les jeunes c'est très net, plus on les vaccine, plus ils meurent. Voilà. Ça fait que il y a quelques années, donc c'est en 2021, je crois, il publie un préprint en disant il faut que je prévienne mon gouvernement et la population qu'on a un problème, c'est que quand on lance des campagnes de masse de vaccination des jeunes, il y a des morts en trop. Voilà. Donc moi j'ai fait une méthode complètement différente, en suivant pour toutes les tranches d'âge les décès et les vaccinations, en faisant des modèles à chaque fois. Mais je suis tombé sur le même résultat. Alors moi, mon résultat, ça marche aussi chez les plus âgés. C'est pareil, quand on fait une campagne de vaccination chez les plus âgés, on voit une hausse de mortalité qu'il y a derrière, qui est anormale. Et donc, on a mis nos deux méthodes, et puis Patrick Meyer a réussi à le faire relire par nos pairs. Il a fallu beaucoup batailler, parce que personne ne veut relire ce genre de papier, parce que les conclusions sont contraires à la doxa, et donc ça fait pas bien, ça fait mauvais genre de publier quelque chose qui dit le contraire des autres. Donc c'est extrêmement difficile. Au passage, la plupart des revues sont aussi financées par l'industrie pharmaceutique et donc ce serait pas très bien vu de mettre à mal les financeurs. Bref, il a fini par réussir. On s'est fait publier dans le cadre d'un colloque international de biotechnologie et bioinformatique. Là, ils nous ont relus et Patrick a pu présenter ça dans ce colloque international. Donc c'est très bien. Mais voilà, il y a différentes manières d'essayer de comparer les vaccins à la mortalité, et puis les deux que l'on a utilisés, qui étaient entièrement différentes, donnent les mêmes résultats. Plus on vaccine, et plus il y a des gens qui meurent. Ce qui est un peu problématique. C'est-à-dire quand même que les données commencent à être robustes si plusieurs méthodes de démonstration arrivent à la même conclusion finalement. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose réellement, d'autant plus que le rapport de l'INSEE sur 2024 avait montré aussi qu'il persistait pour eux une surmortalité au-delà du Covid. Alors bon, il y a plein de choses à en dire évidemment là-dessus, mais ça veut dire que même l'INSEE était d'accord sur le fait qu'il y avait une surmortalité, notamment chez les jeunes. Oui, c'était le bilan démographique basé sur les données de 2022, pour être précis. Donc c'est le bilan qu'ils ont sorti en 2023 sur les données 2022. Et oui, c'est écrit en petit tout à la fin qu'il y a une surmortalité persistante alors qu'il n'y a plus de déclaration de décès Covid, ce qui montre que toutes les déclarations de décès Covid étaient bidons aussi avant, puisque il y a toujours la même mortalité en enlevant ces données-là. Donc voilà, vous se posez des questions sur les données en entier. Et en plus, ils notent que tout d'un coup, on s'est mis à percevoir une surmortalité aussi chez les jeunes. Voilà, ce que je mets dans le livre, c'est que si on creuse un peu plus loin, la surmortalité chez les jeunes, elle démarre pas en 2022, elle devient visible en 2022, mais si on coupe l'année 2021 en deux, il n'y a aucune surmortalité au premier semestre et qu'il y a une surmortalité au deuxième. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à l'été 2021 ? La vaccination de masse. Point. Donc il sera peut-être temps de se poser des questions. Donc oui, tout le monde, quelle que soit la méthode, ça se voit. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à avoir une estimation quantitative finalement de cette surmortalité liée aux campagnes de vaccination et à fournir un chiffre de combien il y aurait eu de morts liées à cette vaccination?
Ben, dans le livre, je publie ce que j'ai calculé pour l'Europe en entier. Je détaille pas par pays parce que j'ai préféré ne donner que le chiffre sur lequel on a pu faire une présentation devant nos pairs. Mais je pourrais le faire hein, pour tous les pays. Mais je me suis quand on a celui-là, encore une fois, comme l'idée c'est de faire un document opposable, bah, autant qu'il soit le plus opposable possible. Et ce qu'on a réussi à publier, c'est ça. Et en gros, pour faire, on va dire pour faire court, quand on utilise la pharmacovigilance européenne, ce que reconnaît l'industrie pharmaceutique, bon, on a dit au début de l'interview qu'à chaque fois qu'il y avait un mort, l'ANSM faisait oula, vous pouvez rien prouver. Donc voilà, en tout, on est à 30 000 décès déclarés en Europe, tous âges confondus sur toute l'Europe. En revanche, l'industrie pharmaceutique dit aussi oui, vous pouvez rien prouver, c'est pas nous. Mais dans des documents publics, l'industrie pharmaceutique dit bah on sait très bien que la pharmacovigilance ça marche pas, que personne ne remonte. Et donc nous industriels, on reconnaît que quand il y a un effet indésirable déclaré, ça veut dire que dans la réalité il y en a 10. Donc tout effet indésirable déclaré représente 10 vrais effets. Donc vous prenez le nombre déclaré et ce que reconnaît l'industrie pharmaceutique implicitement, c'est x10. Donc, selon l'industrie pharmaceutique, les professionnels, eux, ils estiment qu'il y a bien 300 000 personnes en Europe qui sont décédées à la suite de la vaccination Covid-19. C'est de leur propre reconnaissance. Selon les experts non affiliés à l'industrie, c'est sûrement beaucoup plus. Et ce nombre de 300 000, bah, si je fais l'exercice de surmortalité post-vaccination, je le retrouve à peu près, je crois que je mets 300 000 dans le livre, mais vraiment en faisant l'exercice juste bête et méchant hein, de suivre les hausses de mortalité suite à la vaccination. Donc, je pense que c'est une estimation qui est, on va dire, c'est une estimation de base qui est assez fiable puisqu'elle est réalisée par deux méthodes complètement différentes et voilà qui sont cohérentes entre elles. Donc, je dirais bien ça pour l'Europe. Ça me paraît l'estimation, on va dire, la moins polémique puisqu'elle est retrouvable de différentes manières. Alors, est-ce que c'est palpable pour un individu lambda autour de lui, ces 300 000 morts? Est-ce que ça reste un chiffre dans des tableaux Excel et puis ça paraît complètement irréel? Ça pourrait être les morts de bataille au cours d'une guerre ou de choses comme ça, mais là, ils sont pas regroupés tous en même temps. Est-ce que comment on fait pour en avoir une perception sensible, on va dire? Alors, chaque individu ne peut pas en avoir une perception sensible au sens de se dire, bah voilà, je connais forcément dans mon entourage proche un mort des vaccins Covid. C'est un chiffre qui est beaucoup trop faible en fait pour ça. Je le montre sur les graphiques français, hein, quand on suit le pic de jeunes par exemple qui décèdent après la vaccination, c'est en France quelques centaines, peut-être milliers, mais c'est tout petit par rapport à la population française. Ce qui veut dire qu'en tant qu'individu, on a très peu de chances d'avoir dans les personnes qu'on connaît quelqu'un qui soit décédé de la vaccination Covid-19. C'est même une des forces de l'industrie pharmaceutique, c'est ça, c'est de faire. On peut quand même, on va dire, participer au décès ou rendre malade un nombre colossal de personnes en tout, mais que finalement, d'un point de vue individuel, les gens ont peu de chances de s'en rendre compte. Là, les gens se sont beaucoup plus rendus compte qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a été vacciné, une grosse part de la population, qui ont quand même été malades, vraiment malades. Et l'idée, c'est de leur faire comprendre que moi, quand je compte un décès, le décès, c'est le cas le plus grave de la maladie, de l'empoisonnement, de l'intoxication. Voilà. Vraiment, quand ça se passe vraiment très mal, ça peut aller jusqu'au décès. Mais avant d'avoir un décès, ça veut dire que pour un décès, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont été malades, voire très malades. Et donc, ce que les gens ont plus vécu et ce qu'ils ont plus de chances d'avoir connu, c'est ça. C'est soit eux d'être malades ou très malades ou d'avoir connu quelqu'un de malade ou très malade. Le décès, c'est quand même plus rare. Oui, c'est la donnée la plus forte, la plus brute, ouais. Mais finalement c'est la plus rare, c'est la moins déclarée aussi. Parce qu'on comprend bien que les gens qui ont perdu, déjà celui qui est mort, il peut pas déclarer pour lui-même. Et puis en général, on passe à autre chose, quoi. Les gens ont autre chose à faire que s'occuper d'une déclaration d'événement indésirable quand ils sont en train d'accompagner un défunt et la famille. Idem pour les médecins. Donc c'est finalement le plus rare, mais le plus stable, le plus facile entre guillemets à montrer. On a environ 700 000 morts par an en France, quelque chose comme ça, un peu, c'est un ordre de grandeur, hein, ce qui fait entre 1500 et 2000 morts par jour. Bien sûr, tu l'as dit, ça dépend de la période, s'il fait chaud, s'il fait froid, si on est en hiver, etc. Est-ce que sur les 300 000 morts européens dont tu nous as parlé en surmortalité liée au vaccin Covid, combien de pourcents, est-ce qu'on peut l'exprimer comme ça ou on n'a pas le droit, combien de pourcents en plus ça ferait par rapport à ces 1500 à 2000 morts par jour ou 700 000 morts par an?
Si on a le droit de l'exprimer comme ça, hein, je suis pas sûr. Oui, non, c'est que c'est un petit pourcentage. Et c'est un petit pourcentage, en plus, je le montre, qui concerne aussi pas mal des personnes âgées. Euh, Ce qui se voit le plus dans les statistiques, c'est quand il y a une hausse de décès des jeunes. Parce que comme je l'ai dit, les jeunes, en fait, ils décèdent, ils sont très peu sensibles à la température, par exemple. Voilà, il n'y a pas plus de décès l'hiver de jeunes que l'été. À la limite, il y a un peu plus de décès l'été parce qu'il faut un peu plus les foufous. Et donc, il y a plus d'accidents, mais c'est plus ça, quoi. Donc, voilà, il y a sur les jeunes, bah, dès qu'il y a là c'est une vaccination de masse, quand il y a un événement qui va entraîner une hausse de la mortalité, on va le voir tout de suite parce que ça va faire un pic qui va être tout seul, même s'il y a une variation quotidienne, on a quand même pas mal de chances de le voir. Chez les personnes âgées, comme il y a des grosses variations et voilà, les personnes âgées meurent beaucoup plus que les autres, ce qui est une bonne nouvelle, hein, d'ailleurs. Il faut mieux mourir quand on est âgé que quand on est jeune. Mais donc il y a beaucoup de décès, donc il faut quand même qu'il y ait massivement quelque chose qui se passe de façon pour voir quelque chose parce qu'il y a beaucoup de décès tous les jours. Et en plus, les vaccinations des personnes âgées ont eu lieu bien souvent l'hiver, pendant la période où il y a déjà une très forte hausse de mortalité. Il n'empêche que malgré ces deux facteurs, on voit quand même des hausses de mortalité au moment des campagnes de vaccination, mais il faut quand même le faire. Donc, ce qui veut dire que bon, c'est difficile de faire en pourcentage. C'est difficile de donner des chiffres précis. Ce que l'on voit, en tout cas, ce qu'on arrive vraiment à montrer, ce sont des hausses anormales de décès qui ont lieu à ces moments-là. Je vais pas donner le chiffre quand exact. bien même chez les personnes âgées, il y aurait une augmentation de 10%, ce qui serait absolument massif. Dans la vie quotidienne, si on voit 1 ou 2 personnes qui meurent chaque année, ça voudrait dire qu'on en voit 1,1 personne qui meurt. Et donc ce serait pas, ça changerait pas grand-chose, quoi, on va dire, par rapport aux 1 ou 2 personnes qu'on voit chaque année mourir. Par contre, l'outlier d'un jeune qui meurt, alors que normalement un jeune ne meurt jamais, là, effectivement, c'est très choquant, même si c'est une fois tous les 5 ans, on va se dire il se passe quelque chose. Mais ce sera statistiquement presque indémontrable que il se passe vraiment quelque chose dans son entourage, quoi. Donc Oui, effectivement, c'est le meurtre parfait, on pourrait dire. oui, et d'ailleurs, ça se voit quand on analyse les données de pharmacovigilance. Les médecins ou on va dire les proches, quand ils voient un jeune décédé, ils vont beaucoup plus souvent faire une déclaration, parce qu'en effet, un jeune qui décède, c'est pas normal. Et donc, on va avoir parmi les déclarations de pharmacovigilance beaucoup de jeunes, parce que les gens ont fait l'effort de façon à se plaindre, à marquer quelque chose, et la famille, les parents vont se battre pour ça. À l'inverse, même s'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont décédées pendant les campagnes de vaccination, une personne âgée de 90 ans qui meurt, c'est tout le temps. Et donc, il y a notamment dans les EHPAD, par exemple, et donc il n'y a pas forcément de signal d'alarme qui va remonter parce que 48 heures après un vaccin, on a une personne de 90 ans qui est décédée. Dans les EHPAD, voilà, il y a un roulement qui est permanent de personnes qui décèdent, qui remplacent. Bon, d'ailleurs, à chaque fois qu'une personne décède, ça permet de faire rentrer des frais de dossier, ce qui fait qu'il y a assez peu d'EHPAD qui se plaignent d'avoir un gros roulement. Enfin bref, donc ça biaise aussi la perception des gens sur les dangers des médicaments de ce fait-là, quoi. Si c'est un jeune, moi, une personne âgée, moi. Ce biais un peu émotionnel, on pourrait dire, ou de décès attendu par rapport à la normale. Est-ce qu'il pourrait expliquer le fait qu'on constate une sorte que la surmortalité a l'air plus prégnante dans le travail de Patrick chez les jeunes, mais qu'en fait c'est pas vrai et que ce serait probablement vrai, pareil chez tout le monde et peut-être même encore plus chez les personnes âgées parce qu'elles sont plus fragiles, plus sensibles et que au fond elles vont prendre plus cher sur une toxicité. Oui, en effet, en utilisant le principe du machine learning, on va dire que c'est les données les plus accidentées qui vont monter. Et là, on comprend bien, vu ce que j'ai dit, que voilà, un pic chez les jeunes, paf, ça se voit tout de suite. Et donc, le machine learning va le voir, mais immédiatement. Alors que sur les personnes âgées, ça va moins se voir. Déjà parce que, par exemple, la vaccination, la première massive des personnes âgées, elle a lieu plutôt à la fin de l'hiver, au moment où il y a une baisse de la mortalité. Et donc, machine learning va dire, on a un moment où la mortalité baisse, du coup, le vaccin, j'observe ça pendant une baisse de mortalité. Même si, en fait, quand on regarde finement, il y a une réhausse de la mortalité pile à ce moment-là, cette réhausse, elle est moins forte que la mortalité hivernale, donc le machine learning, il va dire, moi,
pour moi, c'est pas probant, je peux rien dire. Il faut vraiment faire un modèle de comparaison par rapport aux années précédentes, comme j'ai fait, de façon à se rendre compte que la réhausse, elle est vraiment significative. Elle se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais voilà, donc selon la méthode qu'on utilise, on va plus ou moins voir des choses, et en effet, le machine learning sera beaucoup plus performant, ou plutôt va immédiatement voir sans faire de modèle particulier que oui, il s'est passé quelque chose pour les jeunes. Est-ce qu'il y a une inertie sur cette mortalité? Parce que tu l'as corrélée finalement aux campagnes de vaccination. Je te pose cette question parce que quand on discute de ces données de mortalité liées à la vaccination avec des gens vaccinés, il y a d'emblée un réflexe de déni ou de protection en se disant bah, je risque de mourir, quoi. Est-ce que on peut rassurer les gens qui sont restés vivants jusqu'ici avec la vaccination en leur disant attends, c'était au moment des vaccinations, l'immense majorité des décès survient juste après la vaccination ou en péri-vaccination, et puis dans les suites derrière, en général, si tu as réussi à en réchapper, bon, l'humain est costaud, ça veut dire que tu as réussi à survivre, ou est-ce que on voit au contraire une sorte d'inertie, de prolongation de la surmortalité dans le temps? Non, moi, ce que j'observe dans les modèles, c'est plutôt un retour à la normale. Dans ce que je montre dans le livre, c'est qu'actuellement, les derniers modèles que j'ai fait tourner, même pour l'année 2023, ils remontent qu'on est repassé à une mortalité normale. Ce qui renforce nos conclusions sur la vaccination. C'est-à-dire que si j'avais eu une hausse de la mortalité démarrée en 2021, mais qui perdurait dans le temps, on aurait pu me rétorquer, c'est ton modèle qui a chié. Puisqu'en fait, il sous-estime la mortalité, donc tu trouves de la surmortalité tout le temps. Donc revois ton modèle. Le fait que la mortalité retombe à la normale, ça veut dire que mon modèle est bon et que j'ai juste, puisqu'il prévoit correctement aujourd'hui la mortalité, et que c'est bien la bosse 2021-2022 qui est anormale. Et cette bosse-là, elle a lieu en effet pendant les campagnes de vaccination. Donc moi, ce que j'observe statistiquement, ce sont des hausses de mortalité sur un temps, on va dire, de court moyen terme à la suite de la vaccination. J'ai une hausse vraiment visible juste après, et peut-être après une petite diffusion, mais qu'ensuite, ça semble revenir à la normale. Donc aujourd'hui, je vois un certain nombre de réflexes de praticiens qui veulent absolument faire tester contre tout et n'importe quoi les personnes vaccinées en disant vous allez mourir. Je pense que c'est contre-productif, que ça risque d'amener à des catastrophes, puisque si on cherche une maladie chez quelqu'un, on finit par la trouver, et que les traitements sont rarement anodins, et qu'au contraire, quand on regarde les stats, il y a lieu de se rassurer. On est sur le principe d'une intoxication ou d'un empoisonnement, utilisez le mot ce que vous voulez, sur lequel il y a des gens qui, malheureusement, ça a été pire que pour d'autres. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y avait dans la dose, si c'est l'endroit où ça a été injecté, parce qu'il faut rappeler que la méthode d'injection est dangereuse, et encore plus comme elle a été faite à l'arrache à cette époque-là. Ça peut être aussi la résistance de ces personnes-là vis-à-vis pile de ce produit-là, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, on a vraiment une trace nette de hausse de mortalité suite à cette intoxication, mais qu'ensuite, c'est au bout d'un certain temps, il semble que les organismes réussissent à se débarrasser de ce qu'ils ont subi et que la mortalité redevient normale. Alors c'est un peu rassurant quelque part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette crainte aussi que, ayant fait une myocardite, une péricardite, leur espérance de vie soit impactée, ou que ils se retrouvent peut-être à surmourir dans quelques années. Et puis ça peut permettre d'aborder le sujet avec des gens vaccinés de manière un peu plus pacifiée, on pourrait dire, en disant bon bah ok, maintenant il faut regarder les choses en face, s'asseoir autour d'une table, et vous avez joué à la roulette russe, maintenant tout ce qu'on vous montre là vous permet de dire faut arrêter, quoi. Le prochain coup, n'y allez pas. Et on a parlé de mortalité, mais finalement il y a d'autres enjeux autour de cette vaccination que tu montres dans le livre, et notamment la question de la fécondité, de la natalité. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot et commenter ce dessin qui apparaît aussi, ce schéma qui apparaît là, à l'écran là? Alors sur ce schéma, on est au Danemark. On a le nombre de naissances qu'il y a tous les mois au Danemark depuis, je crois, 2017. Et donc, ce que l'on voit tous les mois, voilà, il y a des bébés qui naissent au Danemark, qui a plus de naissances l'été que l'hiver. C'est un peu comme la mortalité, il y a une saisonnalité des naissances qui est marquée, mais dans tous les pays européens. Et au Danemark, on peut prendre ce pays qui est intéressant parce que, alors dans tous les pays européens, il y a plutôt une chute de la fécondité ces dernières années, mais le Danemark est extrêmement stable. Si vous prenez même des modèles longue période avant 2017, vraiment, on a des très très belles courbes très régulières de naissance au Danemark. Bon.
Ça veut dire on pourrait s'affranchir un peu de l'argument qui revient souvent de oui, les perturbateurs endocriniens, la baisse de la fécondité chez les populations occidentales, etc. C'est ça que tu veux dire? C'est là, au Danemark, finalement, les années d'avant permettent de servir d'étalon assez stable. C'est ce que je fais avec ce graphique-là. En fait, la courbe verte qu'on voit, c'est le modèle basé sur les années 2017 à 2019. Et puis, je le prolonge. Je montre dans le livre, je fais pas mal d'autres essais, et au Danemark, ça marche assez bien. Il y a une légère baisse de la fécondité comme partout. Je ne me permets pas de dire que je sais pourquoi, mais ça marche assez bien. Je mets en rouge la date de la vaccination massive des jeunes femmes au Danemark. Donc, c'était à l'été 2021, comme partout en Europe. Et à partir du moment où la courbe devient noire, c'est 9 mois après la vaccination de masse. Et vous voyez que avant ces 9 mois-là, on est encore bon, c'est-à-dire que on a des nombres de naissances au Danemark qui sont tout à fait dans la norme attendue, voire même légèrement plus élevés, et que pile 9 mois après la campagne de vaccination, ça s'effondre. Non seulement ça s'effondre, mais en plus même la saisonnalité habituelle, elle semble être vraiment très perturbée. Il y a des soucis aussi bien en termes de nombre que de forme de courbe. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment un perturbateur qui est vraiment absolument visible. Et quand il n'y a plus de naissance, ou très peu à partir d'une certaine date, il faut se poser la question de la conception. Et la conception, c'est 9 mois avant. Et c'est pile la campagne de vaccination des femmes enceintes. Et ce graphique-là, je l'ai fait encore une fois pour tous les pays européens où j'ai des données, et ça marche beaucoup trop souvent. Pour la France aussi, ça marche pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin bref, vous trouverez dans le livre, j'ai fait plein de pays différents. Et vous pouvez constater dans la presse, dans les médias ou de la part des instituts, oh là là, effondrement de la fécondité. Quand ils vous disent effondrement, ça veut pas dire baisse habituelle. Dans mes modèles, je prends en compte la baisse habituelle. Je prends même en compte le fait que les femmes vieillissent. Ce sont des modèles qui prennent en compte le fait que il y a de moins en moins de jeunes, donc fatalement il y a de moins en moins de bébés, puisqu'il faut des femmes jeunes pour faire des bébés. Et puis en plus, je tiens en compte la baisse de la fécondité de ces femmes jeunes, qui est constatée. Et même quand on prend en compte toutes ces baisses, on voit un effondrement supplémentaire qui a lieu 9 mois après la campagne de vaccination. Donc là, ouais, on a vraiment un souci d'effet de la vaccination qui se marque absolument parfaitement. Et encore une fois, les dates correspondent. On a les signalements des femmes aussi qui ont été très nombreuses à dire qu'elles avaient perdu leurs règles, elles avaient des problèmes de fécondité. Elles ont été très nombreuses à se plaindre. Et puis, quand on regarde les statistiques de fécondité, on se rend compte qu'elles ont raison. Il se passe vraiment quelque chose. Et à la fois, il se passe quelque chose sur la fécondité, ce décalage sur les 9 mois par rapport aux naissances attendues. Mais dans le livre, tu as convoqué aussi le travail de Christine Macquois, qui est venue au Conseil scientifique indépendant, comme Patrick aussi, nous présenter leurs travaux, et qui, elle, s'intéresse à la mortalité périnatale, on pourrait dire, ou néonatale, c'est ça? Oui, néonatale précoce, c'est-à-dire les décès des nourrissons dans les 6 premiers jours de vie. Quand un nourrisson décède dans les 6 jours après la naissance, on soupçonne qu'il soit né trop tôt. Donc c'est un accouchement prématuré, grand prématuré. C'est vraiment le gros soupçon qu'on a. Ce sont les grands prématurés qui, quand ils arrivent, malheureusement, ont des gros risques de décès. Et il se trouve qu'il y a vraiment un pic de mortalité néonatale précoce en France. On est en juin 2021. Et sachant que la mode lancée de la vaccination des femmes enceintes, c'est mai 2021. Donc pile quand on dit vaccinez-nous toutes les femmes enceintes, le mois suivant, blam, ça tombe et on bat tous les records en termes de mortalité néonatale précoce. Et donc ça, c'est vraiment encore une fois un signal statistique qui est extrêmement fort, qui marche très très bien, de dire faisons l'hypothèse que quand on vaccine des femmes enceintes, ça les rend malades, ce qui est vraiment extrêmement bête à dire parce que même Pfizer montre dans ses rapports que le vaccin rend malade, point. Donc, on vaccine les femmes enceintes, ça les rend malades. Et quand on rend malade une femme enceinte, il y a de fortes chances qu'elle accouche tout de suite. Donc, si le bébé est prêt, ça fait juste une naissance qui arrive. Et si le bébé est pas prêt, ça fait un prématuré, un grand prématuré et potentiellement un décès. Et donc, cette explication-là, elle marche parfaitement. Et pas qu'en France. Il y a d'autres pays comme l'Écosse qui trouvent les mêmes données que nous. Il y a aussi Israël. Donc, vraiment, encore une fois, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. C'est tellement énorme que on refuse de le voir.
Donc d'un côté on meurt plus, d'un autre côté on naît moins. Est-ce que tu as une quantification possible? Tu nous as dit pour les décès, la surmortalité, environ 300 000 sur l'Europe, peut-être, quelque chose comme ça, en tout cas un ordre de grandeur. Hein. Est-ce que pour les naissances, vous êtes arrivé à faire une quantification aussi ou... Non, je l'ai pas fait. Et pour l'instant, actuellement, dans les dernières remontées, j'ai pas vu de remontée du nombre de naissances. Donc, je ne sais pas si le problème de fécondité perdure. Et je me refuse à faire un calcul total tant que j'arrive pas à trouver un modèle qui me montre quelque chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les décès de bébés, on a un problème qui est qu'il y a des directives qui ont été passées. Christian Perron en a parlé, hein, mais de changement de comptage de ce qu'est un bébé né vivant. Pour pouvoir compter un décès de bébé, donc une mortalité néonatale précoce, il faut que le bébé soit considéré vivant à la sortie. Ce qui va faire une déclaration à l'état civil, ce qui va faire ensuite un certificat de décès, on va pouvoir compter. Mais si les directives sont passées en disant non, mais s'il décède peu de temps après la naissance, vous considérez ça comme une fausse couche et c'est pas un enfant né vivant, eh ben, il n'y aura pas de déclaration, donc on va rien voir. Et donc, selon les pays européens, selon la pratique d'enregistrement, il se peut qu'on ait des trous, et qu'il y ait tout un tas de fausses couches, d'enfants de naissance qui soient considérés fausses couches et sur lesquels on n'aura aucune trace statistique. Et donc, ce qui fait que c'est très très difficile de faire des comptages, parce que bon, même le décès, j'ai dit que c'était assez sûr, qu'on arrivait à compter ce que c'était qu'un décès, il y a une déclaration d'état civil, tout ça, sauf pour la partie juste après la naissance, où là, il y a des définitions qui divergent selon les pays européens. La France fait des exceptions d'ailleurs par rapport à d'autres, et puis il peut y avoir des changements de pratique qui vont biaiser les comptages. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait d'estimation totale à ce moment-là, sachant qu'on a quand même des problèmes. Ouais, d'accord. Alors ça, on se rend compte que effectivement c'est peut-être plus rémanent que le décès parce qu'il y a cette question des cycles menstruels, de tout le travail de où est mon cycle et de ce qui a pu se passer, que c'est non seulement chez les femmes mais peut-être aussi chez les hommes, cet impact sur la fécondité. Par ailleurs, il y a toutes les autres maladies dont on parle pas aujourd'hui, mais qui sont aussi en augmentation. Tu mets un tableau à un moment sur les AVC, les myocardites, les péricardites, etc., qui à chaque fois montrent des signaux très très forts, qui pour certaines sont même inscrits maintenant dans la liste des événements indésirables, ce qui permet au passage à l'industrie de s'exonérer de les rembourser, puisque ma foi, comme c'est écrit, vous deviez savoir, c'est ça. On vous a prévenu. Ouais. Ouais. Donc maintenant les gens sont prévenus. Attends, selon toi, tout ça c'est des chiffres, etc. Mais tu conclus le livre en disant mais c'est pas que des chiffres tout ça, c'est des vies brisées, c'est des humains, c'est. Oui, j'ai souhaité. Donc le premier livre était vraiment entièrement, on va dire, sur des statistiques. Tu as parlé des chercheurs. On est une dizaine à participer en fait dans le premier livre sur tout un tas, sur tous les pans que j'explore. Sur ce deuxième, on a encore plusieurs à participer aux différents chiffres, même si on est un peu moins nombreux que pour le premier. Mais cette fois-ci, je souhaitais à la fin remettre un peu d'humanité dans ces chiffres. Et en effet, il y a un certain nombre de témoignages de personnes qui ont vécu. Donc ce sont des témoins. Donc ce ne sont pas forcément les victimes, parce que parfois la victime est décédée. Et donc ça peut être le parent, l'enfant, la sœur, qui vient témoigner de ce qu'il a vécu. De la perte d'un proche après la vaccination, et de façon à comprendre que oui, quand on voit un pic de décès, ce sont des vrais gens qui sont morts, et derrière ce sont, comme tu l'as dit, des familles brisées et des personnes qui vont décider ensuite, qui peuvent décider de se battre pour faire reconnaître ce qui s'est passé. Et là, on rentre vraiment dans un parcours du combattant. C'est l'ensemble du système, les politiques, les agences de sécurité des médicaments, l'industrie pharmaceutique, les médecins. Tout le monde est contre ces personnes-là, parce que personne n'a envie de reconnaître les torts qu'il a eus, les dommages qu'il a causés, en adoubant, en faisant la promotion de telles pratiques. Voilà, donc j'ai voulu mettre en lumière, de façon à ce que les gens comprennent, voilà, par un autre système, que voilà, l'ampleur de ce qui a pu se passer, c'est aussi ça, et ça met et je pense qu'il faut lever on va dire l'espèce de voile pudique qui a été mis sur cette atrocité, qui sert aux gens à essayer de passer à autre chose. On pourra passer à autre chose que le jour où on a réussi à faire un vrai bilan et à reconnaître l'atrocité de ce qui s'est passé, et à permettre à ces gens-là, elles, de passer à autre chose.
Ouais, tu l'as dit, hein, parce que les chiffres, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est manifeste, tout le monde le voit, c'est marqué partout, et pourtant personne ne le voit. Pudiquement, tout le monde détourne le regard en faisant comme si ça n'existait pas, que ma foi, 300 000 morts sur l'Europe, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais tout ça, c'est des vies de gens, et j'aime bien cette conclusion de ton livre ou cette fin de ton livre autour des humains, parce que j'ai aussi l'impression que c'est par là qui peut-être ça va passer pour que la prise de conscience se fasse, qu'effectivement c'est pas en brandissant des chiffres devant des institutions froides remplies de robots qu'il va se passer quoi que ce soit. On a l'impression qu'au contraire tout est programmé pour étouffer tout ça, pour que la base de données soit lissée, pour que les alarmes ne sonnent pas, pour qu'une fois que c'est remonté à la NSM on discute l'imputabilité, la méthode de Bégaud, tout ce que vous voulez, mais que par contre chaque fois qu'on va toucher au cœur des humains qui sont dans ces institutions en venant leur présenter la réalité de ce qui se vit pour les victimes, là c'est différent. Là, il y a quelque chose qui se passe, et parfois ça met le mort aux dents de certains pour essayer de faire reconnaître, de permettre que les soins se fassent. Donc j'en profite pour faire un petit peu la pub de Solidéclat, qui sont des gens qui, et des médecins, des citoyens qui aident à la déclaration des événements indésirables, justement pour que tout ça remonte, pour que y ait pas, on fasse pas semblant que ça n'existe pas, qu'on continue à maintenir la dialectique. Et puis que les patients eux-mêmes aient quelque chose d'officiel à la fin à brandir. On peut parler d'AA Victime, qui est une association de victimes des faits indésirables. Il y a peut-être, vous le savez, mais un SOS événement indésirable qui a été créé, qui est une sorte de numéro vert pour écouter les citoyens victimes d'événements indésirables suite à ces vaccinations, parce que pour le moment il y a zéro reconnaissance, ils ont que leurs yeux pour pleurer, tout le monde s'en fout. La seule chose qu'on reconnaît de temps en temps quand ils vont voir un médecin, c'est qu'ils sont fous, et on les met sous neuroleptiques, antidépresseurs, et ils vont pas mieux. Donc ça c'est vraiment voilà, des écoutants qui sont de 10h à 22h disponibles pour recueillir et puis ensuite orienter vers les associations de victimes, vers Solidéclat, vers éventuellement des réseaux de soins pour essayer d'aider. Et puis il y a des réseaux de soins un petit peu partout qui commencent à se constituer pour essayer d'aider les victimes des faits indésirables, sachant que pour le moment c'est un processus d'essai-erreur qui se fait beaucoup entre patients, entre soignants, pour essayer parce qu'il n'y a pas une martingale où ça va marcher pour tout le monde et pour tous les effets indésirables. Chacun est différent là-dedans pour essayer de guérir le mieux possible de ce qui lui est arrivé. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit peu la publicité de ça. Et puis je vous remets le lien du livre de Pierre, donc aux éditions L'Artilleur. Vous pouvez le commander directement sur le site de l'éditeur, qui me semble quand même plus intéressant que d'aller sur Amazon. Et au mieux, vous pouvez aller dans votre librairie du coin, essayer de secouer un peu votre libraire et lui dire, ah bon, si t'arrêtais de mettre le dernier livre d'Elon Musk ou je sais pas qui en tête de gondole, mais que tu nous mettais nous sur des choses importantes qui nous concernent, ce serait peut-être pas mal. Parce que je crois beaucoup à cette discussion, à cette dialectique quotidienne du banal. Je salue aussi le travail des masques blancs qui toutes les semaines sur les places, devant les centres commerciaux, viennent exposer la réalité des effets secondaires, des effets indésirables suite aux vaccinations, et ils le martèlent de semaine en semaine, et on voit que les émotions des passants changent, que de plus en plus de gens disent bah oui, dans ma famille aussi, oui, moi aussi. Et il y a de moins en moins de réactions outrées ou agressives, mais de plus en plus de gens qui s'arrêtent pour discuter et renouer des liens entre frères et sœurs humains, et essayer de serrer les coudes dans cette chose atroce qui s'est passée et qui nous permet de nous déniaiser sur l'industrie pharmaceutique. Pierre, est-ce que tu veux, ouais, tu veux conclure, de dire un mot à tous ceux que ça concerne? Je sais que ce livre, il est beaucoup adressé aux victimes des faits indésirables eux-mêmes, mais aussi aux citoyens en général, et à tous Oui, les gens vaccinés peut-être. oui, tous les gens vaccinés ou même non vaccinés, hein, de façon à comprendre ce qui s'est passé. Et puis même, il y a des non vaccinés qui ont un peu une démarche, on va dire, assez agressive envers ceux qui se sont vaccinés, en disant c'est de leur faute, on vous a prévenu. Moi, j'explique dans le livre que moi j'ai fait tous les autres vaccins existants aussi pour mes enfants, et que en tant que statisticien, jamais pourtant je me suis posé la question de savoir pourquoi je le faisais et quelles étaient les traces scientifiques qui me permettaient de faire ce choix. Si j'ai fait toutes les vaccinations précédentes, c'est parce que le médecin a dit de les faire. Et il se trouve que je me suis intéressé à cette histoire de Covid-19, ce qui fait que pour la première fois de ma vie, j'ai demandé les écrits, j'ai demandé les rapports, et je les ai lus, et j'ai fait les calculs, et je me suis rendu compte qu'il fallait surtout pas le faire. Mais je l'ai pas fait pour tous les précédents. D'ailleurs, je suis bien embêté lorsque je demande aujourd'hui les traces que les précédents servent à quelque chose et que j'essaye de faire le même calcul pour justifier mes choix. Et donc, je ne me permets pas de juger
ceux qui ont fait la vaccination Covid-19 en écoutant leur médecin, parce que moi je l'ai fait pour tous les autres d'avant. Il se trouve là juste que pour la première fois de ma vie, je me suis pris en main pour faire des calculs. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre un peu de paix d'une certaine manière en ne fustigeant pas des personnes qui ont fait d'autres choix que nous parce qu'elles n'avaient pas les informations ou parce qu'elles n'ont pas fait l'effort à ce moment-là, mais voilà, je peux pas dire que moi je l'ai fait avant, et donc c'est un peu un hasard temporel si je l'ai fait cette fois-ci. Donc ça c'est le premier point. Et je pense que c'est important en effet de retrouver l'humain, de relancer la discussion, de discuter avec des personnes qui sont vaccinées, et puis les deux ensemble, pour essayer de faire un bilan et de tirer des conclusions pour éviter de se refaire avoir. Pour ce qui est du livre, par exemple, en effet, je pense qu'il est même mieux aujourd'hui d'aller demander le livre dans une librairie, même physiquement si on peut, directement, de façon à faire savoir, à montrer que ce livre nous intéresse. Et faire cet effort-là d'échange humain, on va voir le libraire et ça fait permettre de livre, pourquoi pas de se retrouver sur les étalages et qu'ils soient un peu visibles. C'est la seule manière de discuter. Hein. En théorie, les librairies, c'est un espace de discussion, même implicite, où il y a des écrits qui se retrouvent visibles et donc les gens les voient et se posent des questions. Si on fait en effet que la commande par Internet, alors sur les sites de vente, il peut se retrouver en tête de gondole de certaines manières, donc ça peut être intéressant sur Amazon, à la Fnac, ailleurs. Si vous y allez, n'oubliez pas de laisser un commentaire parce que ceux de la partie d'en face s'amusent à le faire pour le dénigrer sans l'avoir lu. Bref, donc laissez vos commentaires. Et puis, autrement, voilà, de manière physique, renouer le dialogue, discuter, aller voir les libraires, retrouver le monde de façon à montrer que ce livre existe, et il n'y a que en relançant le dialogue dans la société qu'on a une petite chance de faire évoluer les choses. Je dis pas qu'on va arriver, que ce sera le grand soir et qu'on va tout révolutionner, mais si au moins on pouvait faire un peu évoluer dans le bon sens, ce serait déjà une sacrée victoire pour les victimes d'une part, et puis pour nous pour la suite. Ouais, merci beaucoup pour ces mots. On cherche souvent à vouloir changer tout le système. On attend un cavalier blanc qui va venir à la tête de l'État et tout changer. Je crois pas que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'est plutôt dans le cercle proche de porosité des quelques personnes qu'on a autour de nous, qu'on influence. Et finalement, il y en a pas si peu que ça. Voilà, en allant discuter avec son boulanger, en allant poser un petit tract, en déposant le bouquin discrètement sur la table de chevet de son beau-frère. Tout ça peut être utile et participe de ce qu'on peut faire nous citoyens. Et n'oublie pas, nous sommes les 99%, quoi. Il y a aucun doute là-dessus. Et chaque fois qu'on se met en mouvement, chaque fois qu'on se met à travailler ensemble, ça a beaucoup d'impact. Voilà, bonne lecture à vous tous sur les victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, qui est pour moi une sorte d'incontournable pour comprendre ce qui se passe et puis pour parler sans non plus tomber dans des fantasmes morbides ou en faire trop. Je pense qu'il faut juste être à la bonne mesure, faire le point, accepter de se mettre autour de la table et dire on s'est fait avoir, il faut plus jamais se faire avoir, quoi. Et maintenant on sait qui sont les salauds. Merci beaucoup Pierre pour tout ça. Merci Louis, merci à toi et puis merci à tous d'avoir suivi. Très bonne journée. Au revoir. Allez, salut, bonne journée.